l'enregistrement qui relance les questions. Il confirme qu'une détonation a bien été entendue avant l'explosion. On l'entendra dans un instant. Pour les experts, la thèse de l'accident n'est pas forcément mise en cause. Accord politique pour un front anti-taliban en Afghanistan. George Bush aurait donné son feu vert pour une aide financière à l'Alliance du Nord. Le retour des gardiens d'immeubles, c'est l'une des mesures du plan banlieue présenté par Lionel Jospin. 35 milliards de plus pour la politique de la ville entre 2001 et 2006. Il y a 20 ans, l'abolition de la peine de mort. 3 questions à Robert Badinter qui a conduit cette réforme. Bonsoir Robert Badinter et à tout à l'heure. On se demandera aussi ce que sont devenues les guillotines. Champions du monde, eux aussi, l'équipe de France de football des moins de 17 ans a battu le Nigeria en finale. Ces 2 attaquants vedettes ont déjà signé à Liverpool. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Les jours passent et l'énigme demeure à Toulouse. Attentat ou accident, nous livrons ce soir une pièce au dossier. Certains témoins, vous le savez, avaient fait état d'une détonation précédant la grande explosion. Eh bien, la bande-son que vous allez entendre le confirme. Elle a été enregistrée à quelques kilomètres de l'usine. Mais selon les spécialistes que nous avons interrogés, ce double impact sonore pourrait résulter tout simplement de l'effet de souffle. Enquête Muriel Lassaga, commentaire Thierry Curtet. Une ou 2 explosions? C'est l'une des nombreuses questions que pose l'enquête. 700 000 Toulousains ont subi la déflagration. Et de nombreux témoignages évoquent 2 détonations consécutives et rapprochées. Ce soir, nous apportons une pièce au dossier. À 4 km de l'usine AZF, à l'Hôtel Dieu, non loin du Capitole, se tenait ce matin-là un colloque. Ce colloque était enregistré. Voici ce qu'il y a sur la bande-son. Un intervenant tout d'abord. Puis une première explosion, comme un claquement, assez faible. Et enfin, 8 secondes plus tard... Pas de panique, Il y a bien 2 phénomènes sonores, pas forcément 2 explosions. La détonation, puis l'onde de choc qui fait tomber les vitres. Problème, cependant, le premier bruit, la détonation est un son qui voyage à 330 mètres secondes, c'est-à-dire 3 fois moins vite que l'onde de choc, que l'on entend pourtant 8 secondes plus tard. Question, d'où vient cette onde de choc qui a tout dévasté? Une interrogation, pour l'instant, sans réponse. L'enquête se poursuit donc et le retour à une vie normale aussi. C'était ce matin la seconde rentrée pour les milliers d'écoliers, de collégiens et de lycéens privés de classe. Dans plusieurs établissements, on s'est tout simplement serré un peu pour leur faire de la place. Hélène Hugues, Jean-François Monnier. Lycée agricole en plus. Ils sont sans collège fixe depuis l'explosion. Désormais, les 432 élèves du collège Stendhal devront se répartir sur 9 établissements de l'agglomération toulousaine. Ceux-là vont à Grenade, en pleine campagne, loin de leur cité. Au collège Grand Selve, ils sont très attendus. Nous sommes très contents de vous accueillir. Nous savons ce que vous avez vécu. Accueillis, choyés, comme des miraculés. Ouais, ils sont gentils quand même. Parce que ici, ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu là-bas. Pour ça. Alors ils savent pas, comme elle a dit, ils veulent faire les solidaires. C'est quelle classe là? Alors 5e 3, 5e 4, vous allez sous le préau parce qu'on n'a plus de salle d'études. Ici, élèves et professeurs ont accepté de se pousser pour leur céder la place. Dans les salles de classe mises à leur disposition, le retour à la normale devient presque possible. Nous ne sommes pas blessés ni les uns ni les autres, ce qui déjà est énorme. Bon, si on peut, on va les faire travailler. Mais sinon, bon, on va faire suivant leur désir à eux en particulier, quoi. Mais cet après-midi, on a l'intention quand même de reprendre les programmes si c'est possible. Pourtant, cet après-midi, le cours de français s'est transformé en atelier théâtre. C'est bien que te dire d'autres que je te déteste. Et les collégiens sinistrés de Stendhal ont retrouvé le sourire. Et le rectorat estime que les 10 000 élèves sans classe auront tous retrouvé un bureau, un pupitre d'ici jeudi. En ce qui concerne les dommages, Thierry Desmarais, président de Total Fina, indique dans le journal Le Monde que tout le monde sera indemnisé, y compris, dit-il, les victimes qui n'étaient pas elles-mêmes assurées. Depuis cette explosion, les contrôles sont renforcés. On a appris ce soir que le préfet de la Gironde avait suspendu l'activité de l'usine d'engrais Soferti à Bordeaux, elle aussi classée Céveso. Éric Perrin. Une fermeture provisoire pour faire un état des lieux. La mesure annoncée par le préfet est radicale, mais elle est justifiée selon lui par les questions restées sans réponse. En effet, la direction de l'usine d'engrais Soferti n'a pas rendu dans les délais l'étude de danger demandée.
Toulouse, si vous voulez, a raccourci le délai de mise en demeure. Je suis obligé de tenir compte du contexte. Il y a un contexte qui est ce qu'il est à Bordeaux. Le conseil municipal à l'unanimité a demandé que l'on regarde l'activité de cette entreprise. Cette décision choque les 77 salariés de l'entreprise. Certes, comme le prévoit la loi, ils continueront d'être payés durant la fermeture provisoire. Mais pour eux, les motifs de cette décision ne sont pas tous liés à des questions de sécurité. Car l'usine est située à l'endroit même où Alain Juppé projette de construire un pont. On sait qu'il y a ce projet de pont. Et là, bon, Alain Juppé a sauté sur l'occasion avec la catastrophe de Toulouse, quoi. Il y a eu un amalgame qui est fait. La sécurité, chez nous, elle est à fond et elle est bonne. La preuve, on a toujours eu des CHSCT à droite à gauche, ils sont toujours venus et tout était bon. Alors pourquoi maintenant c'est plus bon? Selon vous, pourquoi? Selon nous, le pont à Juppé. Il faudra plusieurs jours pour stopper de façon sûre l'activité de ce site chimique. La direction de l'usine, dépendant du groupe Total, n'a souhaité faire aucun commentaire. Les suites des attentats du 11 septembre aux États-Unis maintenant, avant d'en venir à l'Afghanistan, un point sur l'enquête. Ce soir, Jamel Begal est interrogé par les juges antiterroristes à Paris. Jamel Begal, c'est cet homme arrêté à Dubaï et qui est soupçonné d'être à la tête d'un réseau préparant des attentats en France contre des intérêts américains. Il a été extradé aujourd'hui. Audrey Goutard, Yasmina Farber. Une escorte militaire, un fourgon blindé. Jamel Begal est sous très haute surveillance. Les juges antiterroristes l'ont entendu toute la journée au palais de justice de Paris. Ce franco-algérien de 35 ans est l'homme clé des réseaux Ben Laden en Europe. Arrêté cet été à Dubaï, il révèle au service de renseignement américain l'existence de commandos prêts à passer à l'action. En Europe du Nord, en France, en Grande-Bretagne et en Espagne. Il dévoile aux Américains leur plan, envoyer un hélicoptère kamikaze sur l'ambassade des États-Unis à Paris. La police belge arrête le premier groupe terroriste. Les autres pays suivent. En France, 7 personnes sont interpellées par la DST le 17 septembre. Certaines vivaient à Corbeil-Essonnes, dans l'appartement qu'occupait Jamel Begal avec sa femme jusqu'en 1997. Malgré son départ, le loyer a toujours été payé, cash. Son domicile servait apparemment de base arrière au réseau. Pendant ce temps, Jamel Begal recrutait dans le monde des hommes prêts au djihad. Comment cet enfant de Corbeil-Essonnes est-il devenu un des lieutenants des réseaux Ben Laden? Combien de combattants a-t-il recruté? D'autres actions étaient-elles prévues en Europe? Le juge Bruguière a encore beaucoup de questions à poser à Jamel Begal. Oui, l'enquête sur ces attentats passe donc plus que jamais précisément par l'Europe. La télévision espagnole a diffusé aujourd'hui ces extraits de cassettes vidéo saisies au domicile des militants islamistes interpellés la semaine dernière. Cassettes d'une grande violence enregistrées en Algérie, en Tchétchénie, en Afghanistan et en territoire palestinien et qui montrent des camps d'entraînement ou encore comment organiser une attaque ou un attentat. Les jours du régime taliban semblent compter, c'est ce que déclarait tout à l'heure le président pakistanais Pervez Musharraf. Selon le New York Times, George Bush a donné son feu vert à une aide secrète aux forces d'opposition. Étape importante cet après-midi, toutes les composantes de la coalition anti-taliban ont trouvé un accord. Pascal Guelemer. La guerre n'a pas encore débuté, certains préparent pourtant déjà l'après-guerre. Autour de l'ancien roi d'Afghanistan, exilé à Rome depuis 1973, toutes les composantes de l'opposition ont négocié durant 10 jours, pour annoncer aujourd'hui un accord bien modeste, la création d'un conseil suprême pour l'unité nationale, sans autre précision. Cela en dit long sur les difficultés à venir pour cette opposition, si elle doit demain reprendre le pouvoir à Kaboul. Car c'est un équilibre délicat entre les différents groupes ethniques qu'il faudra trouver. Les Pashtuns tout d'abord, les plus nombreux. Ils sont plus de 6,5 millions principalement dans le sud du pays. L'ancien roi est Pashtun, la plupart des talibans également. Les Tadjiks ensuite, 4 millions de personnes regroupées au nord-est. Parmi eux, le commandant Massoud, qui a formé l'Alliance du Nord avec ses voisins ouzbeks et les Hazaras, plus proches de l'Iran. Une alliance disparate qui contrôle 10% du pays et qui combat le régime taliban depuis 1996. Ces troupes attendent désormais avec impatience le soutien des Américains pour conquérir Kaboul. On pourrait tout à fait envisager que les Américains mènent une opération qui passe par l'Alliance du Nord s'ils veulent déloger les talibans. Mais c'est là où les Américains sont quand même prisonniers de leur allié pakistanais, qui leur explique que de toute façon il n'y a pas de solution sans les Pashtuns, donc sans les talibans. Les différents groupes ethniques ont été incapables de partager équitablement le pouvoir lorsque les troupes soviétiques ont fui le pays en 1992. La guerre civile a duré 4 ans avant que les talibans ne s'imposent. Aujourd'hui, personne ne peut encore présenter une alternance crédible.
Les talibans qui lâchent encore un peu de l'Est, ils se disent prêts ce soir à partager le pouvoir dans 3 des provinces du pays. Il en faudra sans doute plus pour arrêter la mobilisation politique et militaire. Image ici des manœuvres britanniques au large du sultanat d'Oman. Il faut tout de même préciser que ces exercices étaient prévus avant le 11 septembre. La Grande-Bretagne, dont les commandos sont déjà à pied d'œuvre en Afghanistan, c'est en tout cas un fait acquis pour toute la presse là-bas, même s'il n'a pas été confirmé officiellement. Quelles sont les missions de ces commandos? Écoutez le témoignage visage caché de cet ancien membre des SAS à Londres, Laurent Boussier. Voici les rares images disponibles des hommes des SAS en action. C'était en 1980 à Londres. Les forces spéciales britanniques mettaient fin à une prise d'otage à l'ambassade d'Iran. Depuis, et malgré leurs opérations à l'arrière des lignes irakiennes pendant la guerre du Golfe, rien ne filtre des actions de cette unité, souvent présentée comme la meilleure du monde. Depuis quelques jours pourtant, les rumeurs et les indiscrétions vont bon train sur la présence de ces SAS en Afghanistan. Ils seraient une trentaine, arrivés là-bas quelques jours après les attentats aux États-Unis. Comme les forces spéciales américaines que l'on voit ici à l'entraînement, leur mission est avant tout de faire du renseignement, de localiser les objectifs et éventuellement de kidnapper ou de tuer des responsables d'organisations terroristes. Le principal, c'est d'être bien renseigné, de prévoir et de préparer l'attaque selon les informations obtenues. Il faut être capable de pénétrer le terrain et de se retrouver en position de force, que ce soit pour 1 heure, 1 ou 2 jours. Faire ce qu'on a à faire et repartir le plus vite possible. Tout est dans la vitesse, l'agressivité, la surprise. Les opérations des forces spéciales sont toujours couvertes par le secret. En Afghanistan, où la guerre de l'ombre a déjà commencé, les actions des SAS ne seront donc jamais connues. Et puis Londres fait savoir que 88 millions de dollars, environ 600 millions de francs, d'avoirs bancaires réputés liés à des réseaux terroristes ont été gelés. Autre question, d'où viennent les armes des combattants afghans, d'un côté comme de l'autre? Une partie de la réponse avec cette enquête dans ce qu'on appelle la zone tribale du Pakistan, une sorte de no man's land proche de la frontière afghane et qui échappe visiblement à tout contrôle des autorités. Agnès Varamian, Gilles Jacquier sur place. C'est la route de l'Afghanistan. D'ici, la frontière est à 40 km. La zone interdite aux étrangers se traverse pour nous clandestinement. C'est ce qu'on appelle la zone tribale. Elle n'est pas contrôlée par les autorités pakistanaises. Dans ces montagnes, aux allures de Far West, vivent des tribus, autonomes depuis toujours. Nous sommes ici, dans une zone de non-droit. Depuis 100 ans, ce qui fait vivre les tribus, ce sont ces armes. Des petites mains les fabriquent au fond de ces échoppes. Des dizaines se succèdent ainsi dans les villages. Nous n'avons pas beaucoup de sécurité et c'est pour cela que les gens ici portent des armes. Mon frère a été tué pour une question d'argent. C'est pour cela qu'il faut être armé, pour sa propre sécurité. C'est une coutume, une longue tradition. Chaque homme valide dans la zone tribale possède une ou plusieurs armes. Ce travail dans les fabriques paraît artisanal, mais la production est au bout du compte industrielle. Cet homme explique qu'il assemble 4 pistolets toutes les 24 heures et qu'il gagne pour cela 10 francs par jour. Ce tenancier nous dit, lui, que même si ce fusil de chasse n'est pas fabriqué en Europe, il est de bonne qualité. Avant cette crise, on le vendait 150 francs. Maintenant, c'est 250 et on ne les vend pas un par un. Mais en gros, c'est beaucoup plus rentable. Des pistolets, des fusils à pompe et surtout des kalachnikovs à la mode locale, en fait des répliques du matériel russe ou chinois, voilà ce qu'on trouve ici. Nous fournissons l'Afghanistan avec ces armes, mais s'ils ont seulement ça pour combattre, il faut qu'ils comptent sur Allah. Les armes et la drogue des tribus sont pour le Pakistan une mauvaise publicité. Pour éviter l'arrestation, il nous faudra d'ailleurs donner quelques dollars à la police. Il y a en Afghanistan suffisamment d'armes pour que les talibans ne comptent pas en priorité sur ce marché. Mais on se dit prêt ici à fabriquer toutes sortes de répliques. Ces événements et ce contexte international éclairent d'une lumière particulière le procès qui va s'ouvrir demain à Douai, celui du gang de Roubaix, des hommes au confluent du banditisme et du terrorisme islamiste, braquage, tentative d'attentat et pour finir un comportement suicidaire lors de l'assaut du raid, c'était en 1996, rappel des faits Anne Mourgue, Dominique Mas. Depuis 5 ans,
Ahmed tente de comprendre, savoir comment son frère, un jeune musulman, a pu se trouver impliqué dans une tentative d'attentat. Il s'est fait influencer, il a rencontré des gens qui avaient fait la guerre, donc pour lui à la limite c'était quelque chose de bien, à la limite c'était peut-être des exemples pour lui. Prestigieux. Ouais, c'est vraiment prestigieux, ben voilà, c'était des gars qui avaient des kalachnikovs. Mars 96, un engin explosif fait long feu. S'il avait fonctionné, il aurait tout détruit 300 mètres à la ronde. Le dernier acte d'un groupe d'individus qui depuis quelques mois multiplient les braquages, fourgons blindés, supermarchés. Le lendemain, les policiers donnent l'assaut à une maison à Roubaix. C'est le carnage. Des décombres, ils retirent les corps de 4 membres du gang. 3 autres seront identifiés plus tard, dont l'un des chefs présumés, aujourd'hui en fuite, il sera jugé par contumace. Il avait surtout l'opinion que la vie sur Terre, ça n'a aucune importance, ça n'a pas de poids. L'important, c'est ce qu'on fait après, ce qu'on va vivre après. Donc, à partir du moment où on est prêt à donner sa vie comme ça, je pense qu'on est prêt à tous les excès. Les armes utilisées, Kalachnikov, lance-roquettes, elles viennent de Bosnie, car certains membres y ont séjourné. Ce procès est prévu de longue date, mais aujourd'hui, les avocats des accusés redoutent l'amalgame avec une autre actualité. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre à un procès équitable dans une telle psychose. Parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Dès ce matin, les abords du palais de justice ont été entièrement bouclés. Les débats devraient durer 3 semaines. Début de l'audience donc demain. Les fausses alertes à la bombe restent fréquentes. Évacuation tout à l'heure de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. 500 personnes, employés et passagers, ont dû quitter les locaux pendant 2 heures. Le trafic est en train de revenir à la normale. Dans le cadre de l'opération Vigipirate, Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur, a annoncé hier que le gouvernement songeait à donner de nouveaux pouvoirs aux policiers, celui par exemple d'inspecter le coffre des voitures. Jusqu'à présent, seuls les douaniers étaient autorisés à le faire. Thomas Dandois, Didier Rancoeur. C'est une fouille en règle. Le privilège exclusif des agents des douanes et de la police aux frontières. Mais cela pourrait bien changer. Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur, souhaite étendre ses prérogatives à tous les policiers sous le contrôle de la justice. C'est vrai que les policiers, dans l'exercice de leur fonction policière, n'ont pas le droit de fouiller des coffres de voitures. Voilà. Aujourd'hui, la fouille des coffres par un agent de police est considérée comme une violation de domicile privé, sauf réquisition d'un magistrat. Si le procureur de la République le décide, nous pourrons éventuellement, sans l'assentiment de la personne concernée, fouiller son véhicule. Je crois que c'est une sage mesure dans la période que l'on vit actuellement. Cette intrusion dans la vie privée, certains automobilistes ont l'air d'y consentir. Contexte et sécurité obligent. Dans le respect des libertés de tout le monde et de la sécurité de tout le monde, je suis prête à m'y plier. Les temps où nous vivons, il est normal qu'on contrôle ce que les gens transportent. Il l'ouvrait déjà sans le Vigipirate. Cela n'est pour l'instant qu'un souhait du ministre de l'Intérieur. Pour devenir une réalité, il faudra qu'un amendement soit voté. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur les conséquences des attentats du 11 septembre. L'autre actualité à l'étranger en bref, d'abord Israël et cet attentat à la voiture piégée à Jérusalem. Une voiture pleine de munitions a explosé sur un parking près d'un quartier commerçant. Pas de victimes, attentat revendiqué par le djihad islamique palestinien. Reprise du terrorisme aussi en Espagne, une bombe de près de 30 kilos a explosé ce matin devant le palais de justice de Vitoria au Pays Basque. Bilan, un blessé et d'importants dégâts, attentat attribué à ETA. En France, un nouveau plan en faveur des quartiers en difficulté. On en verra le détail dans un instant. À cette occasion, Lionel Jospin était à Trappes aujourd'hui, où il s'est félicité du sens civique dont on fait preuve, selon lui, ces derniers jours, les habitants de ces banlieues dites défavorisées. Ambiance sur place, Alexandre Cara, Christian Gallet. Un accueil un peu chahuté, mais bon enfant pour Lionel Jospin. Il faut dire qu'à Trappes et à la Verrière, dans les Yvelines, les premiers ministres sont une espèce plutôt rare. Lionel Jospin est venu présenter son plan pour la ville. Mais avant tout, il y a des questions qui brûlent les lèvres. On s'inquiète très sincèrement de l'amalgame qui est fait finalement entre terrorisme et islam. Il faut que cette distinction soit opérée de la façon la plus nette pour qu'il n'y ait pas de confusion. D'abord parce qu'il y a un respect à avoir des grandes religions. Et d'autre part parce que c'est le respect qu'on doit à tout membre de la communauté française, quoi. Autour d'un thé à la menthe, le débat continue. Mais le Premier ministre a bien conscience du malaise. Dans son discours, avant de parler de la ville, il a tenu à rendre hommage à la solidarité des banlieues.
Je me réjouis de savoir que ces valeurs se sont manifestées au lendemain des terribles attentats du 11 septembre dernier dans les quartiers populaires des villes de France. Chacun, en particulier nos jeunes concitoyens, a su faire preuve de maturité et de compassion. Et le Premier ministre d'enchaîner sur les 3 axes définis par le comité interministériel. L'accélération de la démolition des cités insalubres, l'augmentation de la sécurité dans les banlieues et enfin l'amélioration du cadre de vie. Au total, un plan de 35 milliards de francs, plus de 5 milliards d'euros. Autant dire qu'à quelques mois de la présidentielle, les banlieues sont devenues l'une des priorités du gouvernement. Vous l'avez entendu, donc mesures financières, 35 milliards au total sur 5 ans, architecturales avec ce rythme de démolition qui va s'accélérer, et mesures humaines. Donc les médecins et les infirmières bénéficieront désormais d'une escorte sur le modèle des anges gardiens américains. Et puis, je vous le disais, c'est le grand retour des gardiens d'immeubles. Un gardien pour 100 logements HLM, ce sera désormais la norme. Le quotidien de l'un de ces gardiens à Évry, au quartier des Épinettes, reportage Laetitia Legendre, Patrice Brugère. Ah, bonjour Madame Mosca. Et vous-même? Monsieur Le Pen vient d'arriver il y a à peine 3 mois comme gardien d'immeuble dans ce quartier sensible d'Évry. Et déjà, il connaît presque tout le monde. Moi, j'ai des petits gosses qui viennent pisser sur mon palier. Premier interlocuteur entre l'office HLM et les locataires, il a en charge 11 immeubles, soit 106 logements. Alors forcément, quand les habitants ont des problèmes, c'est à lui qu'ils s'adressent. Vous parlez au sujet de mon petit problème de voisinage. Là. Donc les nuisances sonores, c'est principalement des bruits de talons. Donc c'est vers minuit, 1h du matin. Donc quand on se lève tôt le matin, c'est gênant. Tour à tour médiateur, technicien, depuis 12 ans, Monsieur Le Pen a vu comme ses 200 000 collègues en France son métier évoluer. L'invasion des digicodes a décimé la profession. Désormais, il faut avoir des qualités de gestionnaire, de commercial, pour encaisser les loyers, s'occuper de l'administratif, pour un salaire de 7 000 francs par mois et un logement de fonction. Pas trop sale? Non, ça va. On est grands frères parfois, on est copains, on est l'ami, on est tout. Mais le quotidien des gardiens n'est pas toujours rose. Vandalisme, agression, les violences à leur égard ont doublé en l'espace de 3 ans. Il leur faut effacer les tags, déloger les jeunes qui squattent les halls d'entrée et rassurer les locataires inquiets. Les gens de plus en plus, malheureusement, ont peur et n'osent pas intervenir, ce qui fait qu'après, vous vous retrouvez dans un hall avec 15, 20... moi j'ai vu, et les jeunes assis par terre, vous êtes obligés d'escalader quand vous rentrez, voilà. Donc le gardien, lorsqu'il y a un gardien, le gardien intervient, lui. Vous êtes tranquille avec ça? Devant la montée de la violence, certains des collègues de Monsieur Le Pen ont le blues. Mais pas cet ancien agent de sécurité qui reste à l'écoute des habitants. Oui, profession en crise. Selon le syndicat professionnel, un gardien sur 5 indique avoir été victime de violences physiques. Et puis dans la série des subventions ou des bonus fiscaux, cette mesure qui devrait être officialisée pour soutenir la consommation des ménages, la prime pour l'emploi, 1 000 francs en moyenne, sera distribuée l'an prochain, dès le mois de mars. Je vous rappelle qu'elle concerne les foyers gagnants, moins d'1,4 fois le SMIC, donc 8 millions de foyers au total. Elle sera donc distribuée dès mars et doublée, 1 000 francs en mars, 1 000 francs en septembre. Politique et justice avec le débat sur l'immunité présidentielle. Le chef de l'État peut être entendu comme témoin, c'est ce qu'estime le parquet général de la Cour de cassation, instance suprême du droit français, appelée à se prononcer suite aux affaires. En revanche, toute poursuite ou toute contrainte contre le président de la République n'est pas conforme à la Constitution, y compris la procédure de témoin assisté. C'est maintenant à la Cour de suivre ou pas le parquet général. Elle se réunira vendredi. Brève apparition de Dominique Strauss-Kahn au premier jour du procès de la MNEF. Je vous rappelle que ce n'est pas la réalité de sa prestation pour la mutuelle qui est en cause, mais le document qui a servi à la justifier. Dominique Verdaillan, Mathieu Drejoux. La mission des gendarmes était simple, empêcher toute caméra ou tout photographe de s'approcher du prévenu Dominique Strauss-Kahn. L'ancien ministre ne veut aucune image de lui dans le palais de justice. Olivier Spitakis, l'ancien directeur de la MNEF, n'a pas cette exigence-là. Aujourd'hui, il est demandeur d'emploi. François Bernardini, l'ex numéro 1 de la Fédération socialiste à Marseille, n'a plus qu'un seul mandat, maire d'Istres. Tous retrouvent sur le banc l'ancien ministre, l'ancien consultant de la MNEF. Visiblement tendu, le député oublie qu'il est aussi professeur. La présidente lui rappelle. Dominique Strauss-Kahn ne reste dans la salle que 45 minutes. Son dossier ne sera étudié que demain. Le procès continue sans lui.
Une relaxe est l'objectif visé par Dominique Strauss-Kahn devant ce tribunal. Mais ce matin, 3 heures avant ce procès, la bonne nouvelle est venue du parquet. Un non-lieu a été requis à son encontre dans un autre dossier, l'affaire Elf. La décision finale appartient désormais au juge Eva Joly. Non-lieu relax, c'est le passage obligé pour un homme politique qui cherche à se refaire une image. Les Verts à la présidentielle, il y aura bien consultation des militants. La deuxième donc sur le cas Lipietz. En cas de rejet de sa candidature, qui serait le remplaçant ou la remplaçante? Noël Mamère a déjà dit non. Et Dominique Voynet indique aujourd'hui qu'elle ne sera pas non plus candidate. On l'écoute. Donc si la question qui est posée c'est est-ce que Noël Mamère est un bon candidat? Je dirais qu'il appartient bien sûr à l'ensemble des militants des Verts d'y répondre. Mais pour ce qui me concerne, je crois que la réponse ne peut pas être floue. C'est oui. Voilà, Dominique Voynet par ailleurs qui a indiqué qu'elle n'était pas elle-même candidate. Et puis c'était aujourd'hui la rentrée parlementaire pour les députés et les sénateurs. Rentrée donc aussi et grande première pour Josiane Maton. Peut-être la première chômeuse élue au Sénat. Elle a 47 ans. Elle est communiste. Reportage Laurence Ostolazza, Christophe Vignal. Arrivée discrète, tellement discrète que personne ce matin n'avait identifié Josiane Maton. C'est la jeune femme là-bas. La voilà, cette secrétaire au chômage dont tout le monde parle ici, élue contre toute attente, sénatrice de la Loire. De la NPE aux Ors de la République, des assédiques au train de vie de sénateur, tout en monde un fossé qu'elle franchit timidement. Ici, c'est un lieu impressionnant, je trouve, non? Beaucoup d'or, c'est presque très pompeux. C'est magnifique, mais c'est un peu lourd. Voilà la troisième voilà une troisième bisu. Hein. Pour Josiane Maton, élue locale de la banlieue de Saint-Étienne et militante communiste, sa victoire a valeur d'exemple. Derrière cette histoire, il y a la possibilité enfin que tout citoyen accède à un lieu qui est quand même au niveau de l'État une des chambres les plus hautes. C'est tout le problème de la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, le politique doit être que chez les notables? Non content de se féminiser, le Sénat se démocratise. Apprentissage difficile. Madame Josiane Maton. Cette semaine politique est par ailleurs marquée par le 20e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, une des grandes réformes du premier septennat de François Mitterrand. Sur ces images, Robert Badinter, garde des Sceaux à l'époque, qui avait défendu et conduit cette réforme à l'Assemblée nationale notamment. Robert Badinter qui est avec nous ce soir. Merci. Juste avant de vous entendre, une curiosité, la guillotine, son histoire ancienne et récente, Dorothée Cochard, Guillaume Fautra. Juin 1939, la dernière exécution publique en France. Tout commence avec lui, Joseph Ignace Guillotin, docteur de son État et surtout député à l'Assemblée nationale en 1780. À l'époque, la mort n'était pas la même pour tous les criminels. Généralement, les roturiers étaient pendus, les nobles décapités à la hache, et l'un comme l'autre connaissait beaucoup de ratés. Guillotin obtint qu'on inventât un mécanisme à trancher la tête plus efficace, plus humain. Le docteur Louis conçut l'objet, d'où le surnom de Louisette. Il reprend des plans de tranche-tête italiens du XVIe siècle, mais il y ajoute sa patte, la lame à biseau à 45 degrés. Plus tranchant, l'instrument évite les accidents, théoriquement. Dans les à peu près 40 000 guillotinages qu'il y a eu en France, il y a eu plusieurs centaines de ratés, où les individus avaient la tête coupée au front ou coupée à la hauteur des yeux, etc. C'est de là qu'est née d'ailleurs l'invention de ce qu'on appelle le photographe, c'est-à-dire l'aide-bourreau qui se met devant le condamné et qui le tient soit par les oreilles, soit par les cheveux, pour qu'il ne rentre pas la tête dans les épaules et que le couperet tombe bien sur le cou. En réalité, cette mort est moins propre qu'il n'y paraît. Certes, la décapitation est quasi immédiate, 2 centièmes de seconde pour couper le cou. Mais, on le sait aujourd'hui, la conscience d'un individu subsiste 1, 2 à 3 minutes après que la tête a été séparée du corps. La dernière exécution a eu lieu en 1977, l'abolition en 1981. La France dit alors adieu à la guillotine. Exceptionnel que vous voyez pour la première fois, que vous ne verrez plus et qui se passe de tout commentaire. Bonsoir, donc Robert Badinter. À l'époque, cette question avait provoqué des échanges passionnés. 20 ans après, est-ce que vous avez l'impression que
tout cela est apaisé, que la question est devenue consensuelle? Oh oui, c'est irréversible. Il a fallu en effet une génération pour que les passions s'apaisent et que la France retrouve, je dirais naturellement, sa place parmi toutes les grandes démocraties européennes. Je rappelle que nous étions le dernier pays d'Europe occidentale à recourir à la peine de mort. Quel est le sentiment qui vous anime quand vous revoyez ces images de guillotine, d'exécution? De cela, je ne me parlerai pas. Simplement, je peux vous dire que lorsque je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale, après avoir tant combattu la peine de mort dans les cours d'assises, et que j'ai prononcé les premiers mots en demandant l'abolition de la peine de mort, oui, j'ai eu une véritable émotion, un moment important de la vie, celui où s'achève un grand combat et le sentiment qu'on n'a pas été étranger à la victoire de la cause qu'on a défendue. Mais en ce qui concerne la guillotine, je peux vous le dire, je me suis rendu quelques semaines après à Fresnes. Là, le directeur m'a montré la guillotine, qui était d'ailleurs montée, et je l'ai donnée aussitôt à la mairie de Paris. M. Chirac avait voté l'abolition, je le rappelle. Et j'ai appris depuis lors qu'elle était maintenant dans les caves du musée des arts et techniques populaires. Carnavalet n'en avait pas voulu, ce n'était pas une guillotine d'époque. On avait eu cette information, mais on n'a pas pu la filmer, la guillotine. Robert Badinter, est-ce qu'avec ces nouvelles formes de terrorisme, c'est vrai qu'on a entendu certains réclamer peut-être la peine de mort et que l'approbation d'une opération qui vise à capturer ou à tuer Ben Laden y ressemble aussi? Quel est votre sentiment là-dessus? Écoutez, c'est très facile de répondre. Il est bien évident que la peine de mort, c'est-à-dire la menace de la mort, ne peut avoir aucun effet dissuasif sur des terroristes. On a vu ceux là qui ont opéré à New York et à Washington mourir, se donner la mort au moment même où ils commettent leurs crimes. Et nous savons par l'expérience de tous les pays européens, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne avec la bande Abadère, les Anglais avec l'Irak, jamais les grandes démocraties n'ont recouru à la peine de mort pour combattre le terrorisme. J'ajoute d'ailleurs que nous savons que le procès puis l'exécution d'un terroriste, c'est de nature à surexciter chez les jeunes gens qui partagent ces vues leur passion fanatique. Et ils s'engageront plus avant et plus totalement encore dans leurs activités criminelles. Non, ce n'est pas là la voie qui convient. Je rappelle aussi que tout récemment, lorsque 120 pays ont adopté le statut de la Cour pénale internationale à Rome en 1998, pour lutter contre les crimes contre l'humanité, parmi lesquels d'ailleurs s'inscrivent ces crimes de terrorisme commis aux États-Unis, à ce moment-là, on a écarté la peine de mort. Non, c'est fini la peine de mort. Vous savez, la marche vers l'abolition, elle est irréversible. Elle n'a jamais cessé et aujourd'hui, la majorité des États dans le monde sont abolitionnistes. Merci Robert Badinter d'avoir répondu à nos questions. Économie, le bras de fer entre Vivendi et le ministère des Finances à propos de l'UMTS, la nouvelle norme de téléphonie mobile. Vivendi, dont la filiale CGTEL, refuse de payer le premier versement de la licence. Le premier versement est fixé à près de 4 milliards de francs. Motif, selon le groupe, la conjoncture a fondamentalement changé. Et une décision qui pourrait remettre en cause les recettes prévues pour alimenter le fonds de réserve des retraites. Le gouvernement a posé un ultimatum au groupe. Il a jusqu'à minuit pour payer. La fin de l'exonération de TVA sur le service dans les bars et les restaurants. Pour bien comprendre, une petite simulation. Sur 100 francs d'addition, 15%, donc 15 francs, rémunéraient le service, 15 francs qui échappaient à la taxe. Désormais, ils y seront soumis. Il en coûtera donc en gros, même précisément, 19,6% de 15 francs, soit à peu près 3 francs. Qui va payer? Sans doute pas les restaurateurs. Reportage Elisabeth Esley à la location. Dans cette petite brasserie de quartier, on n'évoque pas l'augmentation du sandwich ou du petit noir. Et pour cause, le patron n'a pas encore répercuté la TVA sur les 15% de services compris dans l'addition. Mais les clients s'y attendent et en ce moment, ça tombe mal. Il y a quand même des périodes
qu'il soit un peu plus fast, et en ce moment, c'est pas tout à fait le cas, avec les ralentissements d'affaires qu'il y a, d'une part. Et puis, d'autre part, je pense que partout où on va, on est grévé par cette TVA sans arrêt. Les clients sont mécontents, les professionnels aussi. Ils perdent une compensation fiscale dont ils bénéficiaient depuis 1933. Aujourd'hui, il restait quelques avantages qu'on pouvait donner aux salariés, c'est-à-dire des intéressés sur le 15% service, qui aujourd'hui de nouveau va encore être pénalisé, qui va créer des conflits sociaux dans les entreprises et qui va surtout financièrement créer, je veux dire, un très très gros handicap. Et pour ne pas pénaliser leurs employés, les patrons vont répercuter sur les clients. C'est bien sûr au restaurant que la hausse sera la plus ressentie, alors que certains prix ont déjà grimpé avant l'euro. Augmentation aussi chez le coiffeur et pour toutes les professions dont le personnel est payé au pourcentage. 3% de plus sur brushing et couleur devrait rapporter plus de 150 millions d'euros, c'est-à-dire 1 milliard de francs à l'État. Demain, les syndicats de la SNCF appellent à une grève de 24 heures le mardi 16 octobre. Attention donc si vous devez prendre le train, mardi 16 octobre, grève décidée par tous les syndicats, à l'exception de la CGC, pour les salaires, les moyens matériels et humains et la protection sociale. Sport, cyclisme, Laurent Jalabert forfait pour le championnat du monde qui se déroulera le 14 octobre prochain à Lisbonne. Le chef de file de l'équipe de France évoque une douleur persistante au genou. De la voile, toujours pas de nouvelles de Roberto Varinelli, un des concurrents de la Transat 650 de La Rochelle-Salvador de Bahia. Le navigateur est porté disparu au large du Portugal depuis hier soir. Football, ils sont dignes de leurs aînés. L'équipe de France des moins de 17 ans est donc devenue championne du monde la nuit dernière devant le Nigeria. Le score 3-0, ça nous rappelle quelque chose. Christophe Duchiron. On les appelle les bleuets ou les mini-bleus, en référence à qui vous savez. 3 ans après, ils sont champions du monde sur le score de 3-0, comme qui vous savez. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette équipe de France, forte d'un collectif de talent, possède 2 attaquants de grande envergure. Florent Sinama-Pongol a ouvert le score en finale face au Nigeria. Son 9e but du tournoi, meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition. Évidemment, ça promet. Anthony Le Tallec inscrit lui le 2e but. Ballon d'argent, 2e meilleur joueur derrière son copain Florent. Ces 2 attaquants se sont trouvés depuis quelque temps déjà un vrai terrain d'entente. Le talent, l'amitié, le même club actuel, Le Havre, et bientôt en 2003, probablement la même destination, Liverpool. Le club anglais a déjà jeté son dévolu et ses livres sterling sur les 2 inséparables. Ouais, maintenant on peut dire 2 demi-frères. Parce qu'on a une très grande complicité sur le terrain et même en dehors. Et je pense que c'est un point fort pour l'équipe. On a essayé de mettre de l'engrais pour que quelque chose pousse. Maintenant, on a réussi à... Est-ce que ça pousse? Je pense que ça, pour l'instant, c'est bien parti à pousser. Ouais. Je pense que bon, maintenant, on reste à voir le bouquet final, voir s'il va donner vraiment les fruits. Comme Brett Sinclair et Danny Wilde, les héros d'Amicalement Vôtre, ils seront un jour sans doute riches et célèbres. Et alors ce ne sont plus seulement les larmes qui couleront à la fin des victoires, mais aussi les millions, à condition bien entendu que cette belle jeunesse tienne ses promesses. Et puis je vous rappelle la défaite du PSG à Bordeaux en match en retard du championnat de France 1-0, but de Paoletta. Bordeaux est 6e, Paris 8e. Fin de ce journal, je vous en rappelle les 2 principaux titres. Accord politique pour un front anti-taliban en Afghanistan. Par ailleurs, George Bush aurait donné son feu vert pour une aide financière à l'Alliance du Nord. Et puis le plan banlieue présenté par Lionel Jospin, 35 milliards de plus pour la politique de la ville entre 2001 et 2006, avec notamment l'accélération du rythme des destructions d'immeubles et le retour des gardiens. À suivre la météo, Nathalie Riouet, l'info sur France 2, 22h30, complément d'enquête avec Benoît Duquesne consacré à l'hôpital. Un peu plus tard, à minuit, le dernier journal présenté par Laurence Piquet, suivi de Futur Antérieur, l'émission d'Albert Duroy, avec pour thème les conséquences politiques du drame américain. Demain, 6h30 Télématin, Michel Alliot-Marie, invité des 4 vérités, 13h, Daniel Bilalian. À demain 20h.